Bon, ok, aujourd'hui, je suis à Villeneuve-Saint-Georges dans le 94 pour essayer la version 2026 de la Kawasaki ZX-10R, une moto que j'avais essayée il n'y a pas très longtemps et sur laquelle peu de choses ont changé. On va voir ça un petit peu plus tard dans l'essai. Et on y va tout de suite pour la fiche technique. À l'avant, on a une jante de 17 pouces avec un Bridgestone Batlax Racing Street en 120 de large, deux disques de 330 avec des étriers Brembo M50 4 pistons, montés sur une fourche Showa inversée réglable en détente précharge et compression, 17 litres de carburant pour un 4 en ligne de 998 cm3 qui fait 196 chevaux. Maintenant, on a perdu 7 chevaux par rapport à la version 2025. Ces 196 chevaux, ils sont atteints à 13 000 tours. On a 110 Nm de couple à 11 400 tours, associé à une boîte 6 avec shifter, une selle à 825 mm de haut et sous laquelle on trouve un amortisseur Showa réglable en détente précharge et compression, une moto qui pèse 209 kg tout plein fait, à l'arrière de laquelle on trouve une jante de 17 pouces avec un pneu en 190 de large, un disque de 220 mm avec un étrier simple piston pour une addition qui s'élève à 18 999 €. Je vais vite aller rouler, vite, enfin pas si vite d'ailleurs, le but c'est de voir si une utilisation quotidienne de cette ZX-10R est possible. C'est parti. Comparé à l'an dernier, elle a succombé au charme des winglets. On n'avait pas ces appendices sur la version 2025. À part ça, pas trop de changements. Il y a les normes anti-pollution qui sont passées par là et elle a perdu 7 chevaux. Comme je le disais, elle fait 196 chevaux. Ouais, c'est parce qu'elle est déjà démarrée qu'en fait j'ai pas besoin de la démarrer. J'étais en train de bugger là complètement. Elle fait 196 chevaux et avec l'air forcé, donc c'est-à-dire quand elle roule, elle monte à 206 chevaux. Mais il faudra dépasser les 13 000 tours pour en voir la couleur. Donc t'y vas pas, il y va. Allez, je suis en mode sport, mais je n'ai pas coupé les assistances. Je suis pas en mode user. Donc je sais pas exactement ce que j'ai comme assistance restante. Mais on va voir à quel point la position est facile au quotidien ou pas d'ailleurs. Et même si on a les pieds très hauts et les genoux très hauts également, genoux qui sont parfaitement incorporés dans le réservoir, c'est pas trop cassant, ça va. On n'a pas une position extrêmement plongeante sur le guidon. Le cockpit est assez bas par rapport au pilote et il faudra pas mal baisser la tête pour attraper les informations sur le TFT de 5 pouces. TFT de 5 pouces qui a une très bonne présentation justement. Il a un contour qui s'agite, gradué jusqu'à 16 000 tours avec un début de zone rouge un tout petit peu avant 14 000 tours, un peu après 13 500 tours. Précisément une horloge, vitesse, indicateur de rapport engagé, température moteur, température de l'air, jauge à essence en 4 segments, un indicateur de conduite éco, est-ce que le quick shift est activé, et un inclinomètre aussi. Inclinomètre, je crois que c'est comme ça qu'on dit, oui. Est-ce qu'on peut faire varier ces infos? Oui. Vitesse moyenne, temps total, voltmètre, kilomètres par litre, moyenne, autonomie restante, et on revient sur la vitesse moyenne. On a un régulateur de vitesse qui pourrait être pas mal en ville par exemple, si on veut faire ça et se caler à 51 km/h, on peut. Elle galère un petit peu à retrouver la bonne vitesse, mais c'est tout à fait possible. Comme ça on passera pas son temps à regarder le compteur et à assister au départ de ses points de permis. Adieu les gars, adieu, je vous aimais bien. Jusqu'à présent ça se passe bien, la machine ne chauffe pas, les carénages ne me renvoient pas toutes les calories dans la tronche, donc c'est bien. Et elle est douce, comme ça sur un petit filet de gaz on peut aller très lentement. On a une machine dont le comportement mécanique est rond, donc c'est bien. Et rond, petit patapon. Ce que je veux dire, c'est qu'elle n'a pas le caractère italien d'une Panigale par exemple, où c'est un petit peu plus brutal, c'est un petit peu plus on-off. Ici on peut dérouler tranquille, même en ville. C'est pas pousse au crime, donc ça c'est bien. Et puis avec la gueule que ça a, quoi. Ah oui, puis j'ai pas dit qu'en haut de la selle de 825 mm, puisqu'elle est assez échancrée dans sa partie avant,
Eh bien je touche des 2 pieds par terre avec mon 1m73. Faudrait que je me mesure d'ailleurs pour voir si je fais bien toujours 1m73. Si ça se trouve je me suis tassé avec les années. Ça changerait pas grand chose, ma longueur de jambe doit être restée la même. Ah, on est tranquille en plus d'être tranquille mécaniquement, on est tranquille d'un point de vue sonore. Une machine qui casse pas les oreilles, qui fait un petit ronron tranquille. C'est très sympa. On déroule, on peut compter sur le couple pour pas tomber un rapport à chaque fois qu'on ralentit. Donc ça c'est bien, on évolue tranquillement à 2000 tours minute en 3e à 30 km/h. Et une machine qui se guide vraiment ultra précisément pour la direction qu'on veut emprunter, mais aussi sur la commande des gaz. Et comme on n'est pas trop porté sur les poignets, on saccade pas justement avec la main droite. C'est très reposant. C'est pas pour ça qu'il faut se dire qu'on la connaît, hein. Ça c'est la partie en ville. Après il y a une partie où on s'énerve et là on découvre une toute nouvelle machine. Wow, c'est l'essuie-glace le plus long du monde devant. Wow. Ils avaient plus de graisse pour le roulement, ils ont mis du miel. Du coup il est tout ralenti. Il est à 2 jours de la retraite, il en peut plus, punaise. Et on peut, pendant ce petit temps mort là, on est collé derrière le bus, parler de la fourche et de la suspension qui sont assez fermes, mais comme tout est réglable, on pourra faire une moto exactement comme on le souhaite. Donc on va pas rentrer dans les détails là-dessus. Nickel, on n'a pas une attaque trop traître sur le levier de frein, donc c'est bien, mais on sent qu'il y a une bonne puissance avec les Brembo M50 sur les disques 330, ça rigole pas. Et les winglets, même si le commun des mortels ne sentira pas la différence, d'après Kawasaki, ils apportent 25% d'appui en plus, ce qui me paraît énorme. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici et puis je vais reprendre un petit peu plus loin parce que là, c'est l'ennui. En même temps, je suis pas forcément obligé d'aller vite avec cette ZX10R. Hein. J'étais déjà allé vite avec le modèle 2024 et c'était sympa. Punaise, décoiffant. Je crois que mon cœur s'était arrêté même. Ça se confirme que la position est cool. J'ai même pas à serrer le réservoir entre les genoux pour soulager mon dos. C'est vraiment vraiment sympa. Le moteur aussi est reposant. J'ai pas fait de gros excès de vitesse depuis tout à l'heure. Hop, et ça se manie bien. Je sais pas pourquoi ils attendent, parce que c'est pas un feu pour nous ça. Hop, tout juste. Et ça repart. Mais à un rythme plutôt normal, donc ça va. Avec des vibrations qui massent les fesses, c'est assez marrant. Comme si j'avais une colonie de fourmis dans le derrière. Mais c'est cool, et quand on veut cruiser comme ça, clac, on n'hésite pas à dégainer le régulateur de vitesse. Et comme ça, on peut rouler sans se poser de questions. Nickel, on va le couper. Hop, parfait, parfait, parfait. Et on repart sur le couple. Et ça explose à 6000 quasiment pile, un tout petit peu avant.
Mais c'est vrai que ça tire un petit peu long. Je sais pas à quel point cette machine s'est fait castrer par les normes anti-pollution. Est-ce qu'ils ont dû changer notamment la démultiplication? Mais on a une machine, c'est pas un élastique, mais il fallait pas moins, hein. Franchement, c'est un peu dommage et il faut se faire violence et rester dans des rapports bas pour pouvoir exploiter la moto à plus haut régime si on veut s'exciter. Mais c'est vrai que sinon elle met un petit peu de temps à se réveiller. Alors ça paraît bizarre hein, que je porte un jugement comme ça sur cette machine qui est une moto de pointe, hein. Mais c'est ce que je ressens. Et après ce n'est que mon avis évidemment. Moi je suis pas un fou de moto de course, mais c'est l'impression qu'elle me donne en tout cas. Bref, pour le quotidien en tout cas c'est possible. On a une moto facile à emmener, c'est pas un bout de bois, elle tourne bien, elle arrive à se faufiler correctement. Ici je suis même pas sur la ligne continue, donc c'est bien. Et les rétros passent sous les rétros des voitures. Aspect pratique plus, ça c'est cool. Tu veux pas y aller, c'est pas grave, tu vas pas. Yes, un joli lancement. Ça explose, hein, mais c'est déjà sympa en bas. Voilà, c'est sympa en bas pour le quotidien, c'est bien, mais c'est pas à la hauteur de la ZX10R. On aurait pu en avoir encore plus en bas et à la fois autant en haut. Je pense que c'était tout à fait possible techniquement. C'est juste que elle pourrait exploser davantage et être un petit peu plus rugueuse peut-être. Ça serait pas mal. Pas facile hein, de juger hein, une sportive comme ça. Ouais, surtout dans cet environnement, c'est absolument pas le bon endroit pour ça. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux, on fait avec ce qu'on a, hein. Moi, on me livre pas les motos au pied d'un circuit, donc je fais avec ce que j'ai. Et je pense que répondre à la question est-ce que ça peut faire un bon délit, c'est tout aussi intéressant. La réponse est oui en plus, donc c'est cool. J'ai pas perdu mon temps. Ok. Effectivement, elle tire long. Elle n'est pas avare en sensation, mais ça aurait pu être mieux, je pense. Ça vaut peut-être le coup de garder un ZX10R avant 2025, histoire d'avoir une électronique un peu différente et une gestion du moteur pas comme celle-ci, quoi. Cela dit, ça faisait longtemps que j'étais pas allé aussi vite sur cette partie. Allez, terminé pour la nouvelle ZX10R et ses petits winglets. Et je peux rentrer à Villeneuve-Saint-Georges chez Jouy Moto. C'est parti.